Bonsoir chers auditeurs, nous allons aujourd'hui faire la dernière séance du module de motivation des ressources humaines. Lors des précédentes séances, nous avons déroulé deux supports de cours. Le premier support traitait un peu de la motivation en général, où nous avons fait la définition de la motivation, les enjeux de la motivation, la théorie de la motivation avec les besoins hiérarchisés par Maslow. Nous avons aussi fait la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et nous avons déroulé aussi un deuxième support du cours qui concernait l'ergonomie, où nous avons donné une définition de l'ergonomie et des conditions de travail, les objectifs de l'ergonomie, n'est-ce pas, et les enjeux de l'ergonomie. Et nous avons aussi fait, toujours dans ce même support de cours, la route de l'ergonomie avec les différents thèmes qui vont intervenir, n'est-ce pas, sur la motivation des employés. Lors de la dernière séance, nous nous sommes arrêtés sur le contenu du poste, n'est-ce pas, l'évaluation du poste, la rémunération, mais sur le contenu du poste. Et avec cette séance, nous allons finir le support. Bon, je pense qu'il nous reste deux ou trois diapos, n'est-ce pas, où nous allons traiter l'environnement du poste de travail. Si on se rappelle bien, je vous avais dit que le poste de travail peut être composé de deux éléments. Le poste physique, c'est-à-dire le contenant qui concerne un peu la position du poste, n'est-ce pas, où est-ce que la personne va exercer son métier. Il y a aussi le contenu du poste. Le contenu du poste, c'est plus les missions du poste, n'est-ce pas? Et cette partie-là était une partie extrêmement importante dans la motivation et l'implication des employés. Parce que on avait dit que par rapport au contenu du poste, par rapport aux missions, on peut avoir des missions qui correspondent au profil de l'employé, n'est-ce pas? Et ces missions aussi peuvent correspondre à la rémunération qui est attribuée au poste. Et cet équilibre-là, si on a cet équilibre-là, on peut espérer avoir la motivation et l'implication de nos employés parce que l'objectif de l'équité serait atteint. On peut aussi avoir le poste de travail où le contenu du poste est un peu en dessus du profil de l'employé. Là aussi, ça aura une implication sur la motivation de l'employé, ou bien le contenu du poste aussi peut être en dessous des, des compétences de l'employé. Et dans tous les cas, il y aura une influence sur la motivation et l'implication de l'employé. Ça, c'était par rapport au contenu du poste, je ne vais pas y revenir. Maintenant, par rapport à l'environnement du poste, l'environnement de travail influence dans une large mesure les conditions de travail et par conséquent le bien-être, la sécurité, la satisfaction au travail, la fatigue, la santé et en fin de compte le rendement. Parce que, comme je l'ai dit, l'environnement du poste va influer euh, sur la motivation de l'employé. Parce que l'environnement du poste est très important parce que l'environnement du poste, c'est là où la personne va exercer son métier. En termes de climat, d'éclairage, n'est-ce pas, en termes de couleur, de moyens de repérage, d'avertissement et d'expression des sentiments, aussi en termes de conditions d'hygiène, mais aussi en termes de conditions de climat social. N'est-ce pas? Parce que tous ces aspects-là ont une influence forte sur la motivation des employés. Parce que si un employé, dans son environnement de travail, le climat, n'est-ce pas, c'est un climat qui n'est pas adéquat par rapport à ses besoins corporels, là aussi, la personne ne sera pas trop concentrée pour exercer son métier. Si l'éclairage aussi n'est pas adapté, n'est-ce pas, par rapport à son poste, là aussi, il y aura une influence. Les couleurs, mais aussi les moyens de repérage, n'est-ce pas? Si ces éléments aussi manquent, ça va influer sur sa motivation. Les conditions d'hygiène, elles, on n'en parle pas parce qu'en fait, on ne peut pas travailler dans des conditions d'hygiène qui sont un peu délétères. Le climat social aussi a son importance dans la motivation de l'employé parce que ça fait partie des conditions, des conditions humaines et sociales qui seront mises en place pour que l'employé puisse bien exercer son métier.
avec quelle personne l'employé va travailler, quelle est la culture de cette entreprise, n'est-ce pas, quel type d'équipe on a, tout ça, je veux dire, va influer sur la motivation et l'implication de l'employé. L'environnement de travail se compose des conditions imposées par l'exécution du travail. On peut avoir un environnement où il y a des conditions qui sont imposées par le poste, ce qu'on appelle les contraintes du poste. Si on travaille si le poste, par exemple, de travail nous impose de nous tenir debout toute la journée ou bien nous impose des déplacements, des va-et-vient dans l'entreprise, il y a aussi des conditions qui sont les résultats de l'exécution du travail ou modifiées par cette exécution. C'est-à-dire, si on peut avoir une activité qui peut-être nécessite beaucoup de bruit, qui va provoquer beaucoup de bruit, ou bien notre poste de travail est à côté de notre poste de travail qui produit du bruit. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont les conditions imposées. Ok, les conditions imposées par l'exécution du travail font partie de ces conditions, le climat adapté à l'activité et à la personne. Bon, si on travaille dans un environnement où c'est des chambres froides, ou bien si c'est un environnement où c'est par exemple les boulangeries avec la chaleur qui est, là aussi c'est le métier, c'est l'activité qui nous impose ce climat-là. Le climat aussi est déterminé par la température de l'air, son déplacement et son humidité, ainsi que par la température de surface des locaux et des installations. Le climat de bien-être dépend aussi de l'importance des mouvements physiques et du travail musculaire. Bon, si on fait un travail physique ou bien si on fait un travail qui sollicite, n'est-ce pas, beaucoup de travail musculaire, là aussi, le climat va influer sur ça. Le climat idéal donc varie avec l'âge, le sexe, la constitution, la santé, l'alimentation et l'habillement. Comme on l'a dit la dernière fois, dans l'ergonomie, il faut partir des besoins de la personne. C'est-à-dire, on ne va pas imposer ce qu'on appelle une approche individualisée où on met en place des conditions de travail, des politiques de motivation, n'est-ce pas, pour l'ensemble du personnel. Ce sera une approche individualisée, c'est-à-dire tous les employés auront, n'est-ce pas, les mêmes éléments. Et dans la gestion des ressources humaines, on ne cherche pas, entre guillemets, l'égalité. Mais ce qu'on cherche plus, c'est l'équité, c'est-à-dire que chacun puisse avoir ce dont il a besoin. Et dans ce cadre-là, pour la mise en place, n'est-ce pas, des conditions matérielles, des conditions financières, des conditions, en tout cas, des conditions de travail en général, il faut partir de la personne, pas de, je veux dire, faire un partage des individus, mais il faut partir de la personne, il faut faire ce qu'on appelle une approche personnalisée. Et l'approche personnalisée part des besoins de chaque employé et pour essayer d'y répondre. Et dans ce cadre-là, on peut espérer motiver nos employés. Le type d'éclairage aussi influe sur la motivation du personnel. Le type d'éclairage, l'intensité de la lumineuse et l'angle d'incidence de la lumière doivent être adaptés aux besoins visuels. Avec des couleurs, donc, il est possible d'influer sur l'ambiance et sur la sensation de la température et des distances. Tous ces éléments-là participent au bien-être des employés. Alors, dans la politique de motivation, pour la mise en place d'une politique de motivation, par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire il faut partir des besoins et des attentes de chaque employé et essayer d'y apporter une réponse, n'est-ce pas? Parce que chaque employé ou chaque groupe d'employés peut avoir des besoins spécifiques. Et si les spécialistes RH ne peuvent pas identifier les besoins de ces employés ou de ces groupes, de ces catégories d'employés, on peut mettre en place des politiques de motivation mais qui ne répondent pas aux attentes et aux besoins, n'est-ce pas, de nos employés. Et ça ne va pas participer à la conservation et à la fidélisation de nos employés, qui est une des grandes problématiques actuelles de la gestion des ressources humaines. D'où il faut mettre en place des tableaux de bord, n'est-ce pas, recueillir des données, n'est-ce pas, en termes d'âge, en termes de sexe, en termes de, comment dire encore, de genre, n'est-ce pas, pour voir
par rapport à chaque employé, mais à chaque groupe d'employés, par rapport aussi aux compétences de nos employés, aux catégories socio-professionnelles, n'est-ce pas, et essayer de répondre, faire ce qu'on appelle des tris simples, faire des tris croisés, croiser l'âge de nos employés, mais aussi croiser leurs compétences, pour essayer de voir, pour faire une analyse beaucoup plus fine, et ce qui nous permettra de mettre en place des politiques de motivation qui peut-être pourront répondre aux besoins de nos employés et participeront à la fidélisation de ces employés. La motivation, n'est-ce pas, actuellement, qui participe à la deuxième activité de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire la fidélisation des ressources humaines. Mais actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des plus grandes problématiques, n'est-ce pas, dans la gestion des ressources humaines. Parce que on est dans un environnement où, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un mercato dans les entreprises. Les entreprises veulent avoir les meilleurs talents. Et ces talents-là, ce qui les retient, mais c'est de pouvoir répondre à leurs attentes. N'est-ce pas? Comme on a l'habitude de le dire, souvent les professionnels vous disent que nous, on est marié à aucune entreprise. Alors, si on est marié à aucune entreprise, ça veut dire que l'entreprise qui va répondre à nos attentes, qui arrivera à nous motiver et qui arrivera peut-être à nous impliquer, n'est-ce pas, développer ce qu'on appelle cette motivation intrinsèque chez les individus, chez les employés, peut-être que c'est cette entreprise-là qui réussira à maintenir les meilleurs talents. Et pour ça, je veux dire, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de copie-coller par rapport à ce qui se fait dans d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'on part de notre contexte, on part de nos employés, des besoins de nos employés, on part des moyens qu'on a et de la culture de l'entreprise qui existe dans notre entreprise et essayer d'y répondre. Et puis il faut savoir aussi que la motivation des ressources humaines, les sources de motivation ne sont pas statiques. Je veux dire, on peut avoir une source de motivation aujourd'hui, à l'instant T, mais au bout d'une année, 2 ans, ça veut dire que ça devient un acquis pour le personnel. Alors il faut essayer de trouver autre chose, n'est-ce pas, pour essayer toujours de maintenir les employés, de maintenir le niveau de motivation de nos employés assez élevé. Voilà, bon, par rapport au cours de motivation, au cours comment dire encore, à la mise en place de conditions de travail. Bon, c'est vrai qu'en 20 heures, bien en 5 séances, on ne peut pas faire le tour, n'est-ce pas, des sources de motivation du personnel. Mais pour combler, n'est-ce pas, ce gap-là, il faut renforcer les recherches, il faut faire beaucoup de lectures, avoir ce qu'on appelle la curiosité intellectuelle et essayer de confronter toutes ces idées-là, peut-être et essayer d'avoir une analyse plus fine et peut-être on pourra monter en compétence et réussir à la motivation et à la conservation de nos ressources humaines. Voilà en ce qui concerne les cours. Bon, je vais m'en arrêter là. En attendant les séances interactives, peut-être on pourra approfondir les concepts. Voilà, je vous remercie et bonne soirée.